J'imagine que ce qu'a dit Serge Papin soulève pas mal de réactions, peut-être aussi de votre part. On va prendre un petit temps simplement pour mettre en place le dispositif pour la table ronde. Et j'inviterai donc tous les participants à venir me rejoindre sur scène. Et juste en début, en quelque sorte, de cette table ronde, on fera intervenir Didier Guillaume. Didier Guillaume, j'en profite juste avec le temps qui m'est imparti là pour rappeler que vous avez été ministre de l'Agriculture de 2018 à 2020. Vous avez été aussi élu local, notamment maire de Bourg-de-Péage dans la Drôme. Vous avez présidé le Conseil général de la Drôme et vous avez aussi été sénateur. Et ce qui était intéressant aussi en vous ayant avec nous aujourd'hui, c'était à la fois d'avoir le regard d'un ancien membre d'un gouvernement, et je rappelle d'ailleurs que vous avez aussi travaillé avec Stéphane Le Foll et Jean Glavany, mais de voir un petit peu comment en période de crise, comme on a pu commettre, comment on peut faire avancer les choses aussi rapidement possible, même si c'est jamais assez rapide sans doute. Et puis on verra aussi, on reviendra peut-être aussi sur, en tant qu'élu local, comment vous, au quotidien, vous avez pu travailler pour valoriser justement les productions agricoles de votre département, la Drôme. Voilà. Mais ce qui sera intéressant, ce sera de vous avoir aussi sur justement les réactions que peuvent vous inspirer à la fois l'intervention de Jérôme Fourquet et celle de Serge Papin. Alors, pour cette table ronde, donc, hormis Didier Guillaume, je vais également demander à Nicolas Sauré, vice-président du Conseil régional, de venir nous rejoindre. Et puis, les 7 présidents de chambres d'agriculture de Bourgogne-Franche-Comté qui sont avec nous aujourd'hui. Vincent Lavier pour la Côte d'Or. J'ai également François Lavru pour le Jura, que j'ai vu tout à l'heure, qui ne doit pas être très loin. Ah ben pardonnez-moi, je vous avais perdu. Arnaud Delestre pour Lyon, Bernard Lacour pour la Saône-et-Loire, Philippe Monet pour le Doubs et le territoire de Belfort, qu'il ne faut pas oublier, et puis également Thierry Chalmin. Voilà, Thierry Chalmin, bonjour Monsieur Chalmin, pour la Haute-Saône. Je crois que je n'ai oublié... Ah si, j'ai Didier Ramé pour la Nièvre, pardonnez-moi. Je crois que j'ai oublié personne. Je vous invite à venir vous installer sur les chaises que nous avons mises en place. Et puis on va entamer cette table ronde. Alors, avant d'entamer vraiment cette table ronde, Didier Guillaume, voilà, on voulait revenir avec vous, peut-être, bénéficier un peu de vos lumières, de votre expérience et de votre ressenti par rapport à la crise qu'on vient de vivre, évidemment, mais par rapport à ce qui s'est dit jusqu'à maintenant. Bien, merci. Merci, bonjour mesdames, messieurs. Très heureux d'être là. J'ai arrêté la politique totalement active et passive d'ailleurs, et le président m'a appelé pour venir. J'étais un peu surpris, mais c'est avec plaisir que je viens devant vous pour vous livrer quelques réflexions. Aucune leçon à donner. Je ne suis plus au gouvernement. Je ne suis pas là pour défendre le gouvernement. Ça serait sûrement difficile. Mais en tout cas, pour dire que la situation que l'on traverse est inédite. On n'a jamais vu cela dans notre pays, que tous les agriculteurs de France et agricultrices, quelle que soit leur région, quelle que soit leur filière, quelle que soit leur profession, leur secteur, sont en revendication. Ça montre que l'heure est grave. Mais vous me dites de réagir à ce que j'ai entendu. C'est toujours intéressant d'écouter Jérôme Fourquet. Mais la première réflexion que je voudrais faire, que je trouve assez surprenante, pendant la crise, 92% de la population soutenait le mouvement agricole et tous les partis politiques représentés au Parlement. C'est la première fois dans l'histoire que ça s'est passé comme cela. Par contre, allons dans telle commune, il y a un projet d'installation d'un poulailler, tout le monde soutient les agriculteurs, mais pas l'installation du poulailler. Il y a dans tel secteur, comme dans mon cas, des grands champs, des grands vergers, tout le monde soutient les agriculteurs, mais à condition qu'ils ne passent pas des produits sur les champs devant chez nous. Donc c'est la première réflexion que je voudrais faire, c'est la schizophrénie totale que nous avons entre le soutien à l'agriculture, aux agriculteurs, dans leur ensemble, qui est un peu comme ça théorique, et puis le résultat concret. Et je ne parle pas de l'acte d'achat. J'ai entendu à la fois M. Papin et Jérôme Fourquet dire c'est un acte d'achat politique. Très bien.
Sauf que si pendant la crise du Covid, tout le monde l'a encore aimé, les agriculteurs, et faisait le click and collect et allait acheter ici ou là, aujourd'hui, ça s'est totalement arrêté. Et on repart dans les grandes surfaces. Et le consommateur français demande lui aussi des prix toujours plus bas. Donc je pense, et c'est la première réflexion que je voudrais faire, en dehors de tout ce que nous voyons aujourd'hui, est-il possible d'avoir une réflexion collective qui ferait en sorte de changer le système de consommation pour permettre que la production continue à être présente et que les producteurs soient rémunérés. Tout le monde dit que les producteurs veulent être rémunérés à leur juste valeur. C'est bien normal, il y a eu des lois. Papin dit qu'il ne faut pas une deuxième loi, ça pourrait se faire. Sauf que je constate, deuxième point, c'est que ça ne marche pas aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, les agriculteurs français ne gagnent pas assez bien leur vie et que l'acte d'achat ne se fait pas. Troisièmement, une chose qu'il faut quand même voir, c'est qu'il y a des agricultures. Et il y a, y compris sûrement dans ce département, des agriculteurs, tout le domaine de la viticulture, qui doit bien fonctionner et bien gagner sa vie. Et puis d'autres, les éleveurs, où c'est un peu plus compliqué. Moi, je vois, mon père était éleveur au vin-viande, à une époque où on gagnait plutôt bien sa vie, et puis il y a eu le creux complet où ça a diminué dans la Drôme, les ovins ont quasiment disparu. Et puis les friches sont arrivées, et puis on ne pouvait plus aller dans les collines parce que c'était plus entretenu. Et c'est le quatrième point que je voudrais faire. Est-ce que les métropolitains, est-ce que les bobos des grandes villes, est-ce que ceux qui viennent passer des vacances ou qui viennent passer des week-ends dans nos zones rurales ne sont pas un peu eux aussi quelque part schizophrènes en disant nous on veut continuer à aller dans les endroits agricoles pour vivre tranquillement, écouter les petits oiseaux, mais on ne veut plus de ceci, on ne veut plus de ceci, on ne veut plus de cela, ce sont des empoisonneurs, ce sont des gens qui font mal aux animaux, etc. Et donc, pour terminer cette introduction, messieurs, c'est tout ça pour dire que je pense qu'en dehors du travail syndical, en dehors de ce qu'il faut faire, j'ai conscience qu'aujourd'hui, j'ai entendu Arnaud Rousseau hier, les agriculteurs trouvent que ça ne va pas assez vite, les demandes, et que le gouvernement s'est engagé à apporter des réponses et que ça n'avance pas. Ça, sûrement, et c'est d'ailleurs vieux comme le monde, et ça continuera, et c'est sûrement vrai aujourd'hui à l'instant T. Sauf que je pense qu'il faut aller plus loin que tout cela, plus loin que ces revendications. Sommes-nous encore capables, dans notre pays, de produire, et de produire pour que les agriculteurs gagnent leur vie? Quand on sait, par exemple, que moi j'ai été élu et je vis dans le sud de la France, aujourd'hui, je crois que pour les fraises, 47% des fraises sont produites en France, que l'on mange, et puis plus de 50% sont produites à l'étranger. Que 50% des poulets que l'on consomme ne sont pas produits en France. Et toutes ces réflexions, je pense que nous devons les mener jusqu'aux négociations commerciales, parce que je trouve effectivement ce qui a été dit tout à l'heure par un des intervenants sur l'absence dans la présentation des industries agroalimentaires était totalement frappante. Or, dans les industries agroalimentaires, dans les structures qui fonctionnent, il y a aussi les coopératives agricoles. Donc cette réflexion que nous devons mener, elle ne doit pas, me semble-t-il, être uniquement menée sur l'aspect très amont, sur la production, mais sur l'ensemble de la chaîne pour dire, y a-t-il encore une possibilité en France, avec un nombre d'agriculteurs qui diminue, oui ou non, d'alimenter les Français et faire en sorte que ceux qui travaillent gagnent leur vie? Alors peut-être une chose simplement, Didier Guillaume, à revoir avec vous aussi. Vous avez abordé tout à l'heure le fait qu'il y a une grande diversité finalement de revendications agricoles qui ont pu s'exprimer à cette occasion-là. C'est très difficile de répondre de manière globale à des problématiques qui sont finalement très très différentes. Est-ce que selon vous, aujourd'hui en France, on est capable à la fois peut-être de déterminer face à une crise de cette ampleur un cadre national, mais qui soit déclinable sur des plans plus régionaux, plus locaux? Est-ce qu'on est capable de ça aujourd'hui en France? Je ne suis pas sûr que nous soyons capables. Je pense que c'est la direction dans laquelle nous devrions aller. Pourquoi? Parce qu'il y a des endroits où les choses se passent plutôt bien, et il y a des endroits où les choses se passent plutôt mal. Dans le sud de la France, dans le sud-est, vers où j'ai été élu, il est tombé 11 mm d'eau depuis le début de l'année.
il est tombé 80 mm d'eau en un an. Excusez-moi, mais une agriculture sans eau, ce n'est pas une agriculture. Et il y a des endroits où c'est inondé. Donc on voit très bien que les réponses ne peuvent, me semble-t-il, ne peuvent pas être les mêmes en fonction de l'endroit où l'on est. Quand on discute ici, la viticulture se passe plutôt bien. Dans le département de la Drôme, le département il fait 130 km de longueur verticale. Dans le nord du département, c'est Hermitage, Côte-Rôtie, Condrieu, Crozes-Hermitage, Saint-Joseph. Il n'y a aucun problème pour vendre. Ils pourraient même vendre 120% de leur production. Mais si je descends de 50 km au sud du département, les cuves des coopératives sont pleines parce que ça ne se vend pas. Donc les réponses, elles ne peuvent pas être, me semble-t-il, uniformes. Et un point, si vous le permettez quand même, par rapport à ce que disait tout à l'heure M. Fourquet, sur les fonctionnaires et sur le service public. D'abord, au ministère de l'Agriculture, il y a certes 30 000 fonctionnaires, mais il y en a 20 000 dans la formation agricole. Il ne faut jamais oublier ça. Les établissements publics agricoles sont essentiels. Et l'avenir de l'agriculture passera aussi pour la formation. Et puis, je veux le dire aussi parce que c'est toujours facile. Et vous allez devant les DDT, vous allez devant les préfectures, vous êtes des actions syndicales, c'est bien normal et à l'administration de répondre. Mais je veux quand même souligner ici, au risque de ne pas être totalement... c'est que nous avons besoin de cette administration à condition qu'elle aille vite, peut-être plus vite, qu'elle soit réellement en phase avec vous, mais on a besoin de cette administration pour recadrer un certain nombre de choses, si l'on veut que notre pays continue à être un État de droit. Merci, Monsieur Guillaume. Ça va nous faire l'objet d'une introduction quelque part. Je vous invite à vous rasseoir.